Alors, bonjour à tous les curieux et les curieuses passionnés de coaching. Je suis Sylvie Ménard, membre du Forum francophone de la recherche en coaching. Aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que nous accueillons professeur Ilona Boniwell, qui va nous présenter un de ses articles. Bonjour Ilona. Bonjour Sylvie, c'est un grand plaisir de te voir ici. Oui, c'est un plaisir partagé. Donc, Ilona, je vous présente brièvement Ilona. Ilona est professeure et un leader européen de la psychologie positive qui a fondé et dirigé le premier master de psychologie positive appliquée en Europe à l'Université d'East London. Aujourd'hui, elle est professeure titulaire de psychologie positive et de psychologie du coaching à l'Université d'East London. Elle est directrice du programme de doctorat en psychologie positive et coaching, co-directrice du MSc en psychologie appliquée et psychologie du coaching. Elle enseigne le management positif à l'École centrale de Paris et à HEC. Et elle est consultée dans le monde entier en tant que directrice de Positran. Sa principale expertise en matière d'enseignement se situe dans les domaines de la psychologie positive et des applications de la psychologie positive avec des intérêts de recherche autour de la résilience, l'utilisation subjective du temps, la perspective temporelle, le bien-être eudémonique, les outils tangibles et les applications de la psychologie positive aux entreprises, au coaching exécutif et à l'éducation. Maintenant qu'on te connaît un petit peu mieux, Ilana, qu'est-ce que tu pourrais ajouter pour qu'on te connaisse mieux? Bien, tu as presque tout dit. Donc, qu'est-ce que je peux ajouter? Peut-être que mon dernier bouquin, c'était sur la psychologie positive et coaching au travail, Post-Psychology Coaching in the Workplace, publié par Springer l'année dernière. Et donc, je suis très, très, très fière de cet ouvrage. Donc, peut-être ça. Avec raison. Ben, merci beaucoup. Ben, en fait, dans ce podcast, puisque on a la chance de te parler aujourd'hui, puis que la psychologie positive a pris beaucoup de place dans ta carrière, qu'est-ce qui t'a amené au coaching? Ça, c'est une magnifique question. En fait, pour moi, coaching, c'est une expression pratique de la psychologie positive. Je pense que c'est une façon les plus évidente comment on peut utiliser les théories et les pratiques fondées dans les recherches de psychologie positive et après vraiment regarder l'efficacité en face en travaillant avec les clients. Et là, je parle bien sûr de coaching au niveau individuel, coaching individuel, mais aussi coaching des groupes. Et tu sais très bien, je suis passionnée par les deux et faire beaucoup de coaching individuel et aussi le coaching de groupe. Oui, OK. Qu'est-ce qui t'a amené à avoir l'idée de travailler sur cet article-là? Puis ensuite, tu vas pouvoir nous présenter l'article que tu as choisi. En fait, je travaille sur le concept de la résilience depuis à peu près l'année 2008-2009, parce que déjà en 2008-2009, on a eu beaucoup de problématiques de santé mentale un petit peu partout dans le monde. Et j'ai commencé au début à travailler sur la résilience au niveau des enfants. Donc, première chose que j'ai développée, c'était un programme de la résilience qui s'appelle Spark pour les enfants, pour les écoles. Donc, dans ce moment-là, je travaillais en Angleterre aussi à l'Université d'East London, avec beaucoup de communautés pauvres et les enfants un petit peu en difficulté. Et donc, on a développé ce programme qu'on a testé dans ces communautés-là, dans les plusieurs écoles. Et donc, on a démontré beaucoup d'efficacité des programmes pour les élèves. Mais après, ça allait un petit peu plus loin, beaucoup de demandes de formation sur la résilience pour les entreprises. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a pris ce programme Spark, originellement conçu pour les enfants, et on a travaillé sur une version adulte et appliqué beaucoup plus au monde du travail. Et donc, petit à petit, on a développé, adapté, joué en fait avec ce programme Spark Resilience pour les adultes et on a amené ça dans le monde d'entreprise. Et utiliser ça avec beaucoup d'efficacité aussi, mais sans vraiment faire la recherche. Donc, les recherches sont faites au début au niveau des élèves à l'école et finalement, ce qui a amené à cet article, c'est le COVID qui est arrivé. Et je pense qu'on était tous d'un choc dans le premier Mhm. moment avec les confinements qui arrivaient. Et en fait, on s'est posé une question. Qu'est-ce que nous, on peut faire finalement pour contribuer aux gens dans ce moment des confinements quand toutes les personnes se trouvaient finalement chez eux
parfois sans espoir, sans comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que nous on peut faire. Et on a compris que finalement, comme on est plutôt les psys, l'organisation de psy, psychologues, finalement, psychologues de travail, les seules choses qu'on peut vraiment faire, c'est partager un petit peu notre savoir-faire, nos programmes. Donc, qu'est-ce qu'on a fait finalement? C'est, on a repris ce programme de Spark Resilience, qui était déjà bien expérimenté dans les entreprises. On a repris tous les littératures scientifiques de ce moment-là. Donc, on a fait une grande mise à jour de ce programme, une grande mise à jour. Dans ce cas-là, on a scanné tous les articles très, très récents qui ont sorti. On a regardé toutes les techniques les plus pertinentes de la résilience. On a réintégré tout ça dans ce programme de Spark Resilience. On a adapté ce programme pour l'utilisation sur Zoom, à distanciel, finalement. Et on a expérimenté ce programme, on a proposé ce programme gratuitement ou n'importe quelle personne qui voulait s'inscrire s'ils ont eu le sentiment qu'ils ont besoin un petit peu plus de la résilience dans ce moment. Et donc, le choc, c'était qu'on a ouvert un enregistrement pour le programme gratuitement sur 8 sessions, sur 4 semaines, et dans 2 heures, on a eu 300 personnes qui sont s'inscrites, en fait. Donc, 300 personnes qui sont tous répondu présents. Ça faisait un petit peu peur, presque, parce que, tu sais, c'était aussi le moment où on a expérimenté Zoom, parce que là, c'était pris Zoom, pris Teams, pris notre vie sur les réseaux permanents, en fait. Et donc, on a une idée en disant que, en fait, oui, on ne peut pas dire à gens, s'il vous plaît, partez maintenant, si on a 300 personnes qui sont là avec nous. On ne veut pas présenter ce programme et ce protocole de coaching en groupe à 300 personnes. Donc, en fait, on a divisé ce groupe en deux, dans une façon aléatoire. Et on a proposé, en fait, les recherches. On a demandé aux participants s'ils aimeraient bien participer aux recherches pour évaluer l'efficacité de ce programme. Donc, ils n'ont pas été obligés de participer dans les recherches pour participer dans les sessions de programme. Donc, on n'a pas tout le monde qui ont accepté la recherche. Mais finalement, on a eu beaucoup de personnes qui ont accepté de prendre part dans les recherches sur l'efficacité des programmes. Et c'est comme ça on s'est retrouvé avec un groupe d'intervention et un groupe de contrôle. Et après le groupe de contrôle, ils ont participé dans les programmes 2 mois plus tard. Pour ajouter, on a aussi beaucoup de chance d'obtenir les permissions éthiques pour ce programme relativement rapidement. Et donc, c'est comme ça, en fait, on a mené cette recherche sur l'efficacité de ce programme qui était effectué dans les conditions de COVID pendant les premiers confinements en France. OK, je comprends. Donc, comment s'appelle cet article-là? Puis, où est-ce qu'on peut le trouver? Donc, l'article s'appelle, je vais te dire le nom en français et en anglais. Donc, Spark Resilience in the Workplace, Effectiveness of a Brief Online Resilience Intervention During the COVID-19 Lockdown. Donc, c'est Spark Resilience au travail, l'efficacité des interventions brèves sur la résilience pendant les confinements de COVID. Donc, on peut le trouver dans les journaux scientifiques qui s'appelle PLOS ONE, qui est un journal très renommé, qui publie plein des articles un petit peu multidisciplinaires. Et donc, je suis là pour un petit peu expliquer cette recherche et partager les résultats. Oui, oui, oui. Puis pour qu'on comprenne un petit peu mieux, j'aimerais ça que tu nous parles rapidement, qu'on comprenne le concept de résilience, puis aussi, c'est quoi le Spark? Bien sûr, bien sûr. Ça veut dire quoi Spark? Pourquoi Spark? Oui. Donc, la résilience, il existe à peu près 400 définitions différentes de la résilience. Donc, je vais me contenir à quelque chose de plus simple. C'est notre capacité à rebondir après l'adversité et d'adapter bien aux challenges différents de la vie. Donc, c'est une des définitions qui est beaucoup utilisée par les American Psychological Association. Donc, la résilience, c'est plutôt une capacité multiple. Donc, c'est pas un concept très simple, mais un concept qui reprend plusieurs leviers. Donc, comme on travaille sur la résilience, pourquoi on parle de ce programme Spark? Et c'est quoi Spark? C'est un acronyme finalement qui parle des situations, perception, affectivité, réponse et en anglais knowledge ou compréhension en français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un modèle qui explique d'abord qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel, cognitif et comportemental quand on se trouve dans une situation de stress. Mais c'est aussi un modèle qui nous permet à organiser et reprendre ensemble plein de stratégies différentes de comment on peut développer la résilience. Donc, au niveau des modèles explicatifs,
Si on se trouve dans une situation stressante, donc ça sonne S. D'abord, qu'est-ce qui se passe? On va interpréter cette situation. Et c'est ça la perception. Donc, en fait, on ne se sent pas stressé tout de suite. On n'a pas une affectivité qui est déclenchée tout de suite. Mais d'abord, au niveau cérébral, au niveau neurocognitif, ça passe d'abord par une explication qu'on se donne à nous-mêmes. Donc, S, après P, c'est la perception. Perception, donc comment on a perçu cet événement. Qu'est-ce qu'est l'explication qu'on donne à cet événement. Et c'est cette perception-là qui va affecter finalement nos ressentis, nos sentiments. Donc, c'est cette perception-là qui va nous conduire à avoir les affectivités. Donc, là, on parle d'affectivité, donc on parle de tous les sentiments, les émotions qui sont provoquées pas par une situation originale, mais par notre interprétation, donc la perception de cette situation. Donc, après, qu'est-ce qui se passe? On rentre dans un comportement. Donc, là, on parle de la réaction. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment on réagit à cette situation? Et finalement, on peut boucler presque cette boucle par quelque chose qu'on parle de knowledge en anglais, ou compréhension en français. Donc, là, on parle aussi une autre évolution cognitive, mais un petit peu métacognitive, parce que perception, c'est quelque chose qui se passe très, très rapidement. Mais compréhension, c'est finalement qu'est-ce qu'on a compris globalement de cette situation, avec quoi on répare. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait dans ce programme? On déjà apprend les gens cet acronyme SPARK, qui peut être appliqué à n'importe quel petit challenge de la vie. Donc, on peut être coincé dans une voiture, je ne sais pas, dans un bouchon, et on est en retard pour un rendez-vous. Qu'est-ce que notre perception de cette situation? Comment on ressent cette situation? Comment on se sent dans ce moment-là? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on réagit? Et qu'est-ce qu'on apprend grâce à ça? Donc, finalement. Ou ça peut être appliqué à quelque chose de beaucoup plus important. Par exemple, on a découvert qu'on a quelqu'un proche avec COVID, par exemple. Donc, comment on perçoit cette situation? Donc, qu'est-ce qu'on ressent et tout le reste. D'accord? Donc, on va utiliser cet acronyme pour comprendre et analyser les situations. Et après, on va utiliser exactement les mêmes acronymes pour travailler sur les stratégies au niveau des perceptions. Donc, là, on parle de stratégies cognitives comme disputation, distanciation, decatastrophizing, donc plan ou diffusion cognitive, par exemple. On va travailler sur les stratégies aussi affectives. Donc, par exemple, utilisation de mots pour nommer les émotions ou les plans de conscience, par exemple. On va travailler aussi sur les stratégies de comportement. Donc là, on parle de la réaction, les stratégies qui vont avec, comme par exemple les connexions sociales, orientation vers le but, assertivité. Et finalement, on va aussi travailler sur les stratégies métacognitives, donc comme la flexibilité de mindset, acceptation des changements, métaperspective ou comment on fait du sens des événements. Donc, dans ce programme de coaching collectif, finalement, on va apprendre et en même temps analyser les situations stressantes et en même temps utiliser les stratégies correspondantes. OK. Je t'écoutais, puis je me demandais qu'est-ce que ça a donné, tu sais, qu'est-ce que tu as observé de cette expérience-là? Donc, qu'est-ce que ça donnait au niveau des recherches? Donc, on a présenté ce protocole de coaching collectif sur 8 séances de 2 heures, suivies par jusqu'à 150 personnes à la fois, d'accord? Et qu'est-ce que ça a finalement donné? On peut regarder un petit peu par rapport à les mesures qu'on a utilisées. Ça Oui. donnait par rapport à un groupe témoin qui n'ont pas encore participé dans cette intervention. Donc, qu'est-ce que ça donnait? C'est augmentation de la résilience, c'est diminution des stress perçus, ça c'est très important, diminution des affectivités négatives et augmentation des affectivités positives. Et finalement, en plus, les gens qui ont participé trouvaient plus de sens dans leurs activités de quotidien et aussi leur engagement au travail était augmenté un petit peu. On est presque là au niveau des significations. Et après, on a aussi collectionné les données qualitatives et on a demandé les gens qu'est-ce que vous avez appris finalement grâce à ce programme. Et on a eu 150 personnes dans les 2 groupes finalement après qui ont contribué aux appréciations des programmes. Et donc, on a aussi analysé toutes ces appréciations avec content analysis, donc analysis des contenus, analyse. Et donc, on a trouvé que les gens ont trouvé beaucoup plus d'orientation vers l'action. Donc, ils ont finalement trouvé plus de motivation de faire les choses. Ils ont devenu beaucoup plus conscients de comment leur pensée interagit avec leurs propres émotions.
Il y a plusieurs participants qui ont déclaré qu'ils arrivent maintenant à grandir grâce à l'adversité, finalement. Ils ont aussi déclaré que d'utilisation de plusieurs stratégies, comme par exemple plan de conscience ou relaxation ou prendre un petit peu de temps chaque jour de noter les choses un petit peu positives dans les journées. Donc, ils ont déclaré qu'ils utilisent ce type de stratégie. On a aussi eu beaucoup de personnes qui ont déclaré que le santé mentale globalement va beaucoup mieux grâce au programme. Et finalement, la dernière catégorie, c'était les relations. Les gens sont parlé d'amélioration dans leurs relations, donc avec les familles et avec les amis. Donc en fait, on a deux angles un petit peu différents. On a un angle vraiment quantitatif. On a Mhm. avant et après. Et donc, comparaison avec les deux groupes. Et on a un autre angle qui est qualitatif, où on prend les contenus qualitatifs et on regarde quelles sont les catégories, les thématiques qui émergent et c'est quoi l'histoire finalement qui rencontre les gens. Oui, oui, oui. Je lisais l'article, puis je voyais qu'il y avait aussi des retombées positives pour les personnes, pour les équipes hein, qui font le Spark. Ce qui m'a frappé, c'est que les groupes deviennent plus créatifs aussi. Exactement, exactement. On a aussi, même pour parler un petit peu plus loin, on a expérimenté Spark avec beaucoup de groupes, beaucoup des équipes maintenant qui travaillent ensemble. Et donc, on a eu beaucoup de résultats très positifs pour les équipes. Partiellement parce que Spark se concentre globalement sur l'individu qui travaille au travail, mais aussi la dernière session de Spark est dédiée spécifiquement aux équipes. Et donc là, on parle plus de résilience individuelle, mais on travaille beaucoup plus sur les résilience collective, résilience d'équipe. Et là, on a les leviers, les recherches démontrent qu'on a les leviers qui sont un petit peu similaires, mais on a quelques leviers qui sont aussi différents. Et donc, on va travailler sur les leviers d'équipe. Et ça, c'est quelque chose qui amène finalement les gens à un rapprochement. Mhm. Merci beaucoup pour les précisions. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux praticiens du coaching? Je pense que pour les praticiens de coaching actuellement, la résilience, c'est un concept indispensable. C'est presque impossible de travailler sans rencontrer ce concept. Et je pense que l'idée de la résilience, elle est finalement bien supérieure à le concept de gestion de stress. Parce que dans les gestions de stress, finalement, c'est comment on arrive de sortir d'entre nez de l'eau. Et dans les concepts de la résilience, c'est plutôt comment on arrive à bien fonctionner pendant l'adversité et pendant les challenges. Donc, on va plus loin avec le concept de la résilience qu'avec le concept de simplement gestion de stress. Par contre, les problématiques avec le concept de la résilience, qu'elle n'est pas un seul mécanisme qu'on peut proposer pour devenir plus résilient, finalement. C'est un concept un petit peu mélangé. C'est pas juste une seule chose et c'est pas un seul driver sur lequel on va appuyer. Donc, elle a plein de leviers, finalement, de la résilience. Et donc, je pense que le danger, c'est de se concentrer sur un seul levier de la résilience. Donc, on peut dire, bien sûr, OK, on va vraiment travailler pour devenir plus résilient, on va appuyer sur les forces, par exemple. Et oui, c'est bon. Ou on va travailler sur les relations. Très bien. Ou on va travailler sur les gestions des émotions et notre agilité émotionnelle. Très bien. Mais sauf que c'est ça, et ça, et ça, et ça, dans les réalités. Et Mhm. beaucoup plus. Donc, je pense que c'est pour les praticiens de coaching, c'est très important à comprendre cette multiplicité des leviers de la résilience. Et comprendre que finalement, pour vos clients, ça va pas être un seul levier que vous connaissez bien qui va être important, mais c'est peut-être un autre levier sur lequel il faut appuyer. Peut-être c'est le levier de sens sur lequel il faut travailler. Donc, je pense que c'est très important à comprendre cette multiplicité de leviers et comprendre, en fait, presque développer une boîte à outils plus complète pour travailler sur la résilience. Et c'est pour ça, je pense que Spark, c'est un programme plutôt efficace parce qu'il ne va pas dicter sur lequel levier il faut appuyer. Il présente les leviers et on travaille sur l'appropriation finalement des techniques. Et après, on peut, dans le coaching, especially coaching individuel, se concentrer Mhm. beaucoup plus sur les leviers qui sont pertinents pour notre client. Je vous remercie beaucoup. Avant de conclure, Ilona,
Est-ce qu'il y avait quelque chose qu'on n'aurait pas abordé puis que tu aurais voulu ajouter ou... Oui, oui, peut-être. On est très fiers de cet article et on est ravis que ça sort et c'est publié. Par contre, dans les derniers 2 ans, bien sûr, depuis ça, on est allé encore un petit peu plus loin. Et donc, Mhm. je pense que peut-être il y a 2 choses à ajouter, qu'on est en train d'expérimenter les protocoles sur la résilience dédiée spécifiquement aux équipes. On travaille pas juste un petit peu sur le levier des équipes, mais beaucoup plus sur le levier collectif. Et donc là, on est en train de développer un protocole de jusqu'à 4 sessions de travail spécifiquement sur plusieurs leviers au niveau d'équipe. Et l'expérimentation sont plutôt très positifs. Et une autre chose à ajouter, on utilise actuellement avec beaucoup d'entreprises une adaptation de programmes qui étaient publiés. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On propose le programme sur la résilience pour les entreprises sur 6 sessions, très souvent, à la place de 8. Pourquoi 6? Parce que les entreprises trouvent que 8, c'est un petit peu long. Mais on ajoute une session individuelle pour chaque participant. Donc, très souvent, on va présenter ce protocole sur 6 sessions pour un groupe jusqu'à 12 personnes en ajoutant minimum une session individuelle par personne et parfois même 2 sessions. Et ça, c'est une autre façon à dispenser ce protocole qui apparaît très pertinent. Et on trouve au niveau qualitatif, parce qu'on n'a pas encore les recherches quantitatives sur ce protocole, mais au niveau qualitatif, on trouve l'engagement des participants encore plus important, spécialement après la première session individuelle. Et que chaque personne, chaque participant trouve ses propres leviers sur lesquels à travailler dans ce travail de coaching de groupe grâce à cette session individuelle. Donc, c'est juste ça à ajouter. Merci beaucoup, c'est très riche, puis ça nous aiguille aussi sur les leviers, hein, les applications concrètes, puis ça nous permet de faire la boucle, les liens entre la recherche et la pratique. Merci beaucoup, professeur Ilona Boniwell, pour ce podcast au Forum francophone de la recherche. Merci. Et merci beaucoup, Sylvie, pour tes questions super pertinentes. Nous espérons donc que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne podcast sur iTunes ou Google Cast, à le partager et à mettre 5 étoiles. Au nom de toute l'équipe du Forum francophone de la recherche en coaching, à bientôt pour continuer à repousser les frontières entre la recherche en coaching et ses aspects pratiques sur le métier de coach.